Bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau tutoriel où on va voir comment installer Arch Linux quand on n'est pas un gros barbu. Ça m'a pris un dimanche matin comme un écran bleu sous Windows, je m'y attendais pas. Je me suis dit, proc, aujourd'hui, il faut que tu télécharges et que tu testes Arch Linux. Alors j'ai fait comme pour toutes les distributions que j'ai pu tester, j'ai ouvert un Firefox, j'ai tapé le nom de la distrib dans Google, je suis allé sur le site officiel de l'éditeur, j'ai choisi télécharger, j'ai pris la dernière version et à partir de là, ça a été un vrai calvaire. Une fois l'ISO téléchargé, j'ai simplement créé une nouvelle machine virtuelle dans VirtualBox et ensuite j'ai chargé l'ISO dans son lecteur CD. J'ai démarré la machine et là, je suis arrivé face à un premier problème. Elle est où l'option installer le système? Alors vous le savez, je suis originaire du monde plus Debian, tu vois, la preuve. Et bien en fait, sous Arch Linux, t'oublies tout ce que tu as déjà pu voir en ISO préinstallé. C'est toi qui installes ton système. Alors j'ai voulu faire cette vidéo puisque j'ai testé Arch Linux très récemment et j'ai été plutôt surpris dans le bon sens de ce système-là. C'est vraiment, on part de rien et on crée tout seul en fait, avec des tutos qu'on trouve sur internet, avec l'aide de la communauté. J'ai l'impression d'avoir lancé en quelque sorte un débat sur Twitter de oui, moi je suis plus FreeBSD, moi je suis plus Fedora, je fais la même chose avec mon Debian. Bref, l'avantage avec Arch Linux, c'est que vraiment on reprend tout depuis le début. Ça demande certaines connaissances, c'est vrai, c'est pas à la portée d'un débutant sous Linux, mais c'est quand même hyper formateur. On revoit des bases, la création des partitions, la création du système, la création du module de démarrage. Bref, vous voulez une interface graphique? Ok, tu l'installes toi-même. J'aime beaucoup cette philosophie, comme je l'ai dit, c'est très formateur. Pour ceux qui veulent se lancer sous Linux, je pense pas que ce soit vraiment là-dedans qu'il faille se lancer, mais en tout cas pour avoir certaines bases, c'est très bien. Du coup, la première étape d'installation, elle n'est pas très compliquée. Il suffit de booter le système en live. Ok, une fois que l'ISO s'est démarré, on a automatiquement une session root qui est ouverte, donc on a un TTY et c'est tout. Et là, la première des choses à faire, on a un système, on a un disque vide, et ben on va installer le système sur le disque vide. Donc, dans un premier temps, on va mettre le clavier en AZERTY, parce que ça, c'est un OS qui est prévu pour des claviers QWERTY. Donc, on fait un load keys FR, évidemment écrit en QWERTY, hein, c'est Q à la place de A. Et à partir de là, on peut donc écrire en AZERTY, ce sera beaucoup plus confortable pour le reste de la vidéo. Pour lister les partitions, on fait un fdisk-L. Ici, on voit que j'ai un /dev SDA, donc c'est le disque principal que j'ai installé pour cette VM qui fait 800 Go parce que j'ai beaucoup de place. Et un /dev loop, donc ça c'est en fait la partition de loop qui est intégrée directement dans l'ISO d'install, donc celle-ci on n'y touchera pas. On va s'intéresser donc à notre partition /dev SDA et on va créer dessus deux partitions. Une première partition en FAT32 qui servira au boot et une deuxième partition, donc le reste du disque qu'on va formater en externe 4 qui servira pour notre système. Donc pour cela, on fait un fdisk/dev SDA. Et ici, donc, on peut taper M pour avoir l'aide directement de la commande fdisk. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, on va utiliser l'option N pour créer une première partition. Ce sera une partition de type primaire, partition number 1. Le premier secteur, on va le commencer donc par défaut à 2048 et on va mettre 2048 avec 3 zéros derrière pour créer une partition d'environ 1 giga. Ce sera largement suffisant pour une partition de boot, c'est même limite de trop. Et ensuite, on crée donc tout de suite notre deuxième partition qui sera notre /dev SDA2. Donc qui servira, elle, pour le système. Les secteurs, on les laisse aux emplacements par défaut, donc juste derrière notre partition de boot et à la fin de notre disque. Et ensuite, on appuie sur W pour écrire les changements sur le disque. Si je refais un fdisk-L, ici on voit que sur /dev SDA, on a une partition SDA1 et une autre partition SDA2. La première fait 1 giga et la deuxième fait environ 800 Go. Donc à présent, on a deux partitions qui ne sont pas formatées, donc on va tout de suite le faire. On fait un mkfs.fat-f32 pour lui spécifier que c'est du FAT32 et pas par exemple du FAT16 de /dev SDA1. Voilà, et ensuite un mkfs.ext4 puisqu'ici on va travailler sur de l'externe 4 de /dev SDA2.
Si j'écris mieux /dev, ça passera beaucoup mieux. Ici, on attend quelques secondes. Les partitions sont à présent formatées et donc il ne me reste plus qu'à monter la partition système et à créer l'arborescence de base pour pouvoir démarrer notre Arch Linux. Donc pour cela, je vais faire un mount de /dev SDA2, donc la partition système, dans /mnt, donc le répertoire de montage de la version live de Arch Linux que j'ai lancé depuis l'ISO. Et à présent, je vais faire un packstrap /mnt et ici, je vais sélectionner les composants de base. Donc Base, Linux et Linux Firmware. Et ensuite, je vais faire aussi Nano, donc l'éditeur en ligne de commande, pour pouvoir modifier certains fichiers de configuration. Et donc à partir de là, je vais créer l'arborescence, le système de base, le minimum vital pour pouvoir démarrer ou en tout cas faire fonctionner mon système, puisque le démarrage, on va le voir juste après. Une fois les paquets installés, je peux générer une table de partition avec gen fstab. -u suivi de l'endroit où il doit aller chercher les partitions. Ici, notre système est dans /mnt et donc je l'envoie en /mnt/etc/fstab. Si je fais un ls de /mnt, ici on voit que j'ai mon système de base. À présent, on a vraiment l'arborescence à partir de la racine, à partir de / d'un Linux classique et donc mon système est prêt à être lancé. Je n'ai plus que le module de démarrage à intégrer pour pouvoir démarrer sur mon disque dur sans avoir besoin de booter sur l'ISO d'installation. Vu que le système est correctement créé, installé sur notre partition, je vais pouvoir me shrouter à l'intérieur depuis la version live que j'ai lancée pour pouvoir interagir avec le système que j'ai installé sur mon disque. Donc je vais faire pour ça un arch chroot /mnt. Et ici on voit que je suis passé directement dans le système installé. Si je fais un ls, je suis directement dans /mnt. Je suis shrouté dans le système. Donc je vais pouvoir faire un nano /etc hostname pour modifier le hostname de ma machine. On va l'appeler YouTube Arch. Je vais pouvoir faire un touch de /etc host puisqu'il n'y a pas de fichier host directement pour le moment. Je vais pouvoir ensuite faire un nano /etc host et donc je vais ajouter à ce fichier donc 127.0.0.1 localhost 2.2.1 donc l'adresse IPv4 IPv6 pardon localhost et 127.0.1.1 et donc notre hostname c'était YouTube Arch. À présent, je vais pouvoir installer le chargeur de démarrage donc Grub. Pour cela, je vais utiliser le gestionnaire de paquets du système qui s'appelle donc Pacman. Donc pacman-s grub et EFI boot mgr. Ce sont les deux paquets que je vais installer dans mon système pour pouvoir créer la config du chargeur de démarrage. Donc j'attends que les paquets soient installés et je vais faire un mkdir /boot /efi. Et ensuite, je vais faire un mount de ma partition /dev SDA1, donc la partition de démarrage qu'on avait créée tout à l'heure, la partition en FAT32 de 1 Go. Donc mount /dev SDA1 dans /boot EFI. J'ai mis 2 fois mount, si je le mets qu'une seule fois, ça marchera beaucoup mieux. Une fois que la partition de boot est montée sur le système, je peux réutiliser à nouveau Pacman pour installer le package grub-bios. Ce package va me permettre de générer un fichier de configuration pour le gestionnaire de démarrage Grub, donc avec grub-install /dev /sda. Ici, j'attends quelques secondes. Installation finished, no error reported. Je vais à présent faire un passwd pour générer un nouveau mot de passe pour mon utilisateur root sur le système. Voilà, le password a correctement été créé. Je fais un mk init cpio-p linux pour générer un fichier initramfs pour communiquer avec mon système. Je vais ensuite démonter la partition système et pouvoir redémarrer la machine qui va ensuite pouvoir démarrer directement sur le disque sans avoir besoin d'avoir l'ISO en live. Donc je fais un exit pour sortir du shroot. Je vais dans les périphériques, je retire mon lecteur virtuel et je fais un reboot. Et à partir de là, je vais pouvoir démarrer sur mon nouveau système. Alors je vais forcer le redémarrage ici, dans machine, redémarrage. On va forcer un redémarrage pour éviter justement
que les interfaces soient désactivées proprement. Je sélectionne Arch Linux. Ici, il a trouvé mon système, mon initramfs. Et à partir de là, je vais pouvoir démarrer sur mon nouveau système tout propre en tant que root. Donc ici, j'ai toujours, si je fais un uname -a, j'ai toujours mon clavier en QWERTY. Voilà, donc ici on est sur un Arch Linux 5.6.10, le noyau 5.6.10 du 2 mai 2020. À l'heure où je tourne, on est le 5 mai 2020, donc le noyau a été updaté il y a 3 jours. C'est l'avantage d'être sous Arch Linux. Arch Linux utilise des dépôts AUR, des Arch User Repositories, qui sont en fait des dépôts mis à jour en permanence. Si par exemple l'un des développeurs de Git, par exemple, sort une nouveauté, écrit du code par exemple tout de suite et qu'il fait un git push pour mettre à jour, et bien en fait je vais tout de suite recevoir la mise à jour sur mon Arch. Je ne vais pas avoir derrière une équipe qui va essayer de déboguer, voir s'il y a des erreurs, etc. C'est pas du tout comme par exemple, j'utilise beaucoup Kali Linux, c'est pas du tout comme sur Kali Linux où on a une version rolling, où on peut choisir d'avoir des dépôts seed, des dépôts stable. Ici, c'est vraiment, on a les dernières nouveautés. Bref, c'est un point de vue à prendre. Soit on peut se dire que les packages ne sont pas testés, on n'a pas le temps de voir s'il y a des erreurs dedans, etc. Et du coup, ça rend le système hyper instable. Soit au contraire, on peut se dire, on bénéficie des dernières nouveautés en matière de sécurité, puisqu'on a les derniers correctifs tout de suite. En fait, sous Arch Linux, il n'y a même pas de correctif. Le correctif, c'est le dernier push en fait. Avant de terminer cette vidéo, je vais faire un tout petit point, puisque donc je vais refaire un load case fr pour me remettre en AZERTY. Et si je fais un ping sur 1111, eh bien en fait, on va voir que le network est unreachable, puisque en fait, je n'ai pas encore de réseau sur cette machine. Si je fais un IPA, on voit même que ma carte Ethernet, le M0S3, il est en state down, donc la carte n'est même pas allumée. Donc dans un premier temps, je vais allumer la carte avec un IP link set, le nom de la carte, donc ici M0S3 up. Si je refais un IPA, on voit qu'à présent la carte est démarrée, elle est en state up et j'ai mon adresse MAC de la carte à présent. Et donc je n'ai pas pour autant de client DHCP, donc il faut lui attribuer une adresse IP manuellement. Donc pour cela, je fais un IP addr add suivi de l'adresse IP. Chez moi, je suis sur le réseau en 66. Je vais choisir l'adresse en 228 avec un masque en /24. Suivi de mon interface, donc dev env0s3. Si je refais un IPA, on voit qu'ici, ma carte a bien son adresse qui lui est attribuée. Si je fais un ping sur 192.168.66.1, qui est ma passerelle, on voit que ça répond bien. Par contre, si je refais un ping sur 1111, ça fonctionne toujours pas parce que j'ai pas de gateway en fait, tout simplement. Donc je vais faire un IP route add 000/0 via l'adresse de ma passerelle 66.1. Si à présent je refais un ping vers 1.1.1.1, ici ça fonctionne parce que j'ai bien une gateway. Pour autant, c'est pas encore fini, il y en a juste une petite dernière. Si je fais un ping sur www.google.fr, eh bien ça ne fonctionne pas puisque j'ai une passerelle qui me permet d'aller voir des hôtes qui ne sont pas sur mon réseau local, mais pour autant, en fait, je ne sais pas résoudre les noms de domaine. Tout simplement parce que j'ai rien dans mon fichier resolve.conf, donc je vais faire un anneau de /etc resolve.conf. Et dedans, je vais ajouter des name servers. Donc je vais mettre en premier ma passerelle 66.1 et je vais mettre aussi un des DNS de Cloudflare, donc 1111. Si à présent je refais un ping sur www.google.fr, ça fonctionne et donc on va se quitter juste à présent. La machine est fonctionnelle, vous pouvez démarrer dessus, vous avez internet. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on verra comment installer un serveur X et un environnement graphique. Peut-être, je ne sais pas, ça dépend comment j'avance sur cette machine. Mais en attendant, vous pouvez essayer de le faire. C'est très formateur. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir le blog également, https://lestutodeprocessus.fr. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.